Alors, je vais vous parler un petit peu de la Fondation IFRAP. La Fondation IFRAP, c'est une fondation complètement indépendante qui a été créée en fait au départ en 1985 sous le statut d'association. Alors, c'était très innovant à l'époque, puisque ça a été fondé par un entrepreneur, inventeur, qui a déposé plus de 500 brevets dans sa carrière, qui est totalement atypique, à la fois polytechnicien et énarque, mais beaucoup plus polytechnicien dans l'âme, et qui a vraiment eu cette idée de dire, voilà, moi j'ai réussi, j'ai envie de partager quelque chose et de dépenser sur l'intérêt général. Et il a créé ce think tank. À l'époque, on ne connaissait pas du tout ces groupes de réflexion indépendants de la société civile sur la question des politiques publiques. Et tout le monde lui a dit, mais enfin, de quoi vous mêlez-vous ? Nous avons les meilleurs cerveaux pour réfléchir aux politiques publiques dans ce pays. Il n'y a aucune raison de travailler sur ce sujet en dehors de nos administrations, en dehors de la sphère publique. Et petit à petit, l'IFRAP s'est installé dans le paysage. Ce n'était pas gagné d'avance. Moi, quand je suis arrivée en 2002, la presse me raccrochait au nez quand je les appelais et que je leur disais, voilà, on a fait une étude sur telle ou telle administration ou tel sujet. Et ils me disaient, on ne veut pas de vos trucs, on ne dépense pas du tout trop d'argent public, il n'y a pas trop d'impôts, etc., etc. Et puis, petit à petit, il y a eu une prise de conscience. D'abord parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc, on a publié énormément. On a une revue mensuelle qui s'appelle Société civile, qu'on publie chaque mois. Là, on est au 167e numéro. Et on a irrigué énormément, notamment les parlementaires. On a beaucoup travaillé avec eux. Et petit à petit, on a fait passer certaines idées. Par exemple, on s'est beaucoup impliqué dans la possibilité de déduire de son ISF les investissements en capital de PME. Alors, ce n'est pas exactement la mesure qu'on voulait, parce que nous, on ne voulait pas de plafond, on voulait plein de choses. On voulait que ce soit vraiment ciblé plutôt sur les entreprises en démarrage, plutôt que de saupoudrer sur des entreprises qui avaient déjà des capacités d'emprunter sur les marchés ou d'emprunter auprès des banques. Mais petit à petit, on a fait entendre notre petite musique. On était vraiment aussi derrière cette idée du jour de carence dans la fonction publique qui a été malheureusement supprimée ensuite par le gouvernement actuel. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé avec les parlementaires pour l'implémenter dans le secteur public. Ce travail, c'est un travail qui n'est pas du tout glamour, en fait. C'est un travail de fourmi, un travail très difficile. Pourquoi ? Parce que la France est un pays où on parle beaucoup d'ouverture des données publiques, on parle beaucoup d'argent public, mais on ne sait jamais comment on le dépense. Et même au Parlement, on ne sait pas. Et il faut vraiment se rendre compte de cette fermeture à la société civile que gardent nos statistiques publiques. Alors, vous allez dire, ah bah oui, mais il y a des tonnes de rapports qui font la une du Figaro, des Échos, etc., etc. En réalité, rien encore par rapport à tout ce qu'on peut dire n'a été dit. Nous, on a fait une toute petite partie du travail et tous les jours, on se heurte à cette fermeture des données publiques et on s'y heurte sur tous les domaines. Dernièrement, nous avons travaillé sur les bilans sociaux des hôpitaux, des CHU, des centres hospitalo-universitaires. On a mis à peu près 6 ou 8 mois à récupérer les bilans sociaux qui sont obligatoires, mais qu'il n'y a pas d'obligation de publication, comme pour les collectivités locales. Donc, il faut le faire, mais ce n'est pas la peine de publier. On a tous les chiffres d'absentéisme des agents par hôpital. On a pu montrer des grosses divergences d'un hôpital à l'autre. On a pu montrer aussi des concomitances entre certains territoires où on voit que le nombre de jours d'absence est très élevé à la fois au niveau de la commune, de l'hôpital, du département et de la région. Donc on se dit qu'il y a aussi des habitudes territoriales. Et on n'a pas réussi aujourd'hui encore à obtenir les bilans sociaux des hôpitaux de Paris, qui relèvent de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ils nous font des moyennes, mais ils ne veulent pas qu'on ait accès aux statistiques de base. Et ça, c'est tout le temps. On a demandé les comptes des caisses primaires d'assurance maladie. On n'a pas les comptes des caisses primaires d'assurance maladie. On a les comptes pour la branche de la santé, mais on n'a pas chaque caisse avec son bilan, ses annexes, etc.
Et ça, on peut quand même se poser la question, pourquoi tout citoyen n'a pas accès à ces éléments? Et quand je l'ai demandé avec mon équipe, et on avait appelé toutes les caisses primaires de France, alors on s'était réparti le fichier, etc., j'ai eu tout de suite un appel de la direction de la communication à Paris, de la CNAM-TS, donc de la Caisse nationale des travailleurs, d'assurance maladie des travailleurs salariés, me disant « Mais qui êtes-vous? Mais de quel droit demandez-vous les comptes ?» Je leur dis « Attendez, c'est quand même de l'argent public. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes faire le classement de gestion des caisses primaires ?» Parce que sans aller au-delà de nos frontières, on a des bonnes pratiques de gestion en France et on a des mauvaises pratiques. Et nous, notre idée, c'est qu'à chaque fois, on veut pouvoir comparer et dire, voilà, lui, il gère bien, il faut s'inspirer de ses bonnes pratiques, lui, il gère mal, donc il faudrait peut-être qu'il remonte dans le classement. Mais ça, on a beaucoup de mal en France. Et aujourd'hui, on a réussi à obtenir des chiffres, on les a publiés hier, pour 2011 et pour 2014, mais qui sont moulinés par la CNAM-TS. Donc on n'a pas le droit, nous-mêmes, de travailler sur la data, donc la donnée d'origine. Et ça, c'est spécifique à la France. Parce que tous les autres pays qui ouvrent leurs données publiques, ils mettent en ligne des... Alors c'est vrai, c'est des tableurs Excel, c'est des données gigantesques, c'est même parfois très complexe parce qu'il y a des millions de lignes, etc. Mais au moins, voilà, même si tout le monde n'est pas capable de les traiter, c'est sur la table, c'est sur Internet. Et ça, je crois qu'on est en train de faire un peu bouger ce sujet, mais c'est quand même très très lent. Nous avons demandé sur la question de l'éducation les dépenses de masse salariale par établissement. Alors, les écoles, les collèges, les lycées, le privé sous contrat et le public. On est aujourd'hui dans un lycée privé et là aussi, il y a des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas gestion publique, gestion privée? Tiens, est-ce que c'est pas moins cher? Nous, on l'a fait. On a vu qu'au niveau des chiffres macro, donc on prend toute la France, on prend le privé sous contrat, on prend le public. Le privé sous contrat, y compris ce que payent les parents, est beaucoup moins cher pour la collectivité que le public, par élève et par an. C'est un écart de 2 700 € au niveau du secondaire, du collège-lycée, par an et par élève. Et ça s'explique par les régimes de retraite, etc. Et quand on en parle au niveau du ministère, au niveau de la Cour des comptes, nous disons « Oh là là, mais Agnès, mais ça... » On connaît ça depuis des années. Alors, je lui dis, bah oui, mais pourquoi vous ne sortez pas une étude, un rapport de la Cour comparant les coûts publics-privés et se posant la question de comment on pourrait faire converger et payer moins cher collectivement? Ah, évidemment, il y a encore beaucoup de tabous. Et donc, on a demandé au ministère, parce que nous, on aime bien refaire les chiffrages nous-mêmes, on a demandé les dépenses de masse salariale par établissement. Et ça date déjà d'il y a plus d'1 an. On n'a eu évidemment pas de réponse. Donc on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui nous a répondu qu'on avait le droit, selon la loi de 78, d'obtenir ces documents et ces données statistiques. Mais, selon l'article 2, etc., si le document du ministère n'est pas achevé, à ce moment-là, elle émet un avis défavorable à la transmission de l'information. Donc comme on est un peu... comme la puce sur le dos de l'éléphant, on a continué. Et plusieurs mois plus tard, quand on avait passé le délai, on a recommencé, on a redemandé au ministère. La CADA nous a répondu et nous a redit que le ministère est encore en train d'essayer de savoir combien il dépense en masse salariale par établissement. Vous imaginez le plus gros employeur de France qui ne sait pas par établissement combien il dépense en masse salariale, c'est absolument grotesque. Et j'en ai parlé avec d'anciens recteurs d'académie qui connaissent le sujet, évidemment vous pensez par cœur, et qui m'ont dit mais pas du tout, nous on avait tous les éléments par établissement, donc on sait absolument ce qu'on dépense, mais ce serait quand même dommage de montrer qu'il n'y a pas d'égalité des chances du tout dans ce pays et qu'en réalité on ne dépense pas du tout les mêmes montants. Alors moi j'ai eu les chiffres pour Poitou-Charentes et c'était absolument incroyable de voir que vous aviez des financements du simple au double entre lycée ou collège public. Là, rien que dans le public, en termes de masse salariale dépensée par élève. Il n'y a pas de compte consolidé par établissement d'enseignement en France. Même pour avoir les comptes des CFA, donc des centres de formation des apprentis, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, on est dans une situation où personne ne veut se pencher sur le coût. Voilà. Le coût réel et la comparabilité des coûts. Et un gros travail de la Fondation IFRAP, c'est en permanence d'essayer d'avoir les données sur toutes ces questions.
Dernièrement, autre exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, on a travaillé sur une aide sociale unique, hein, l'idée de regrouper toutes les aides en une seule aide, de la rendre imposable et de la plafonner. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas combien vous pouvez cumuler sur un même foyer en aides différentes. Vous avez 103 aides différentes, vous avez 47 aides qui sont versées sous critères de ressources, mais tout ça, ça s'empile sans aucune information. Et bien, évidemment, avec des financeurs qui sont différents, parce qu'on n'aime pas tellement la concurrence en France, mais la concurrence avec de l'argent public par des organismes financés de manière publique, ça on adore, et les financeurs publics aiment beaucoup démultiplier leur nombre et essayer d'être tous sur le même sujet. Souvent, ce sont des sujets d'intérêt général, mais vous avez plusieurs structures qui vont s'occuper de la même personne ou du même foyer, ça relève de l'intérêt général, mais ça nous coûte plus cher parce que forcément, chacun se penche sur le cas, chacun décrypte le dossier, chacun se pose la question de savoir si on rentre dans les critères, etc. Il y a 80 façons différentes, avec des seuils différents, de calculer les aides. Donc vous imaginez l'usine à gaz que nous avons montée. Et ça se retrouve dans les chiffres. On a 700 milliards de dépenses de protection sociale, tout compris, y compris les retraites, etc. Pour distribuer ça, c'est 40 milliards d'euros de coûts de gestion par an, de coûts de distribution. Vous voyez, 40 milliards. C'est gigantesque. Et c'est beaucoup plus cher que ce que nous trouvons comme chiffre pour les autres pays. Hein, parce que nous, on est autour de... Oui, on arrive quasiment à 2 points de PIB pour distribuer tout ça, alors que la moyenne, c'est plutôt en dessous de 1 point de PIB dans les autres pays. C'est-à-dire là où on dépense 40, nous, on devrait dépenser 20 ou 25. Alors, c'est vrai qu'on a un système complexe, c'est vrai qu'il y a de l'histoire derrière tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu des tentatives à certains moments de simplifier, etc. Mais quand on parle de simplification en France, on le voit d'ailleurs avec l'histoire du prélèvement à la source, on est toujours dans de la simplification en apparence. On n'est jamais dans la réorg vraiment fondamentale, la réorganisation des politiques publiques. Et ça, c'est très important parce que la conviction que nous avons aujourd'hui, et c'est toute la question de 2017, hein, à force de travailler sur ces politiques publiques, c'est qu'il va falloir, si on veut vraiment faire baisser la dépense, faire baisser la pression fiscale, parce que ça, c'est absolument essentiel si on veut justement relancer la dynamique entrepreneuriale, économique du pays, il va falloir avoir une équipe qui aura cette vision d'avenir, mais globale. C'est-à-dire, c'est pas d'un côté je réforme l'État, d'un côté je réforme les collectivités locales, d'un côté je réforme la sécurité sociale, c'est, voilà, tout ça, c'est très imbriqué. Parce que l'État dépense dans le social, les départements dépensent dans le social, les communes dépensent dans le social, la Sécu dépense dans le social, et l'État dépense dans l'éducation, la région dépense dans l'éducation, le département dépense dans l'éducation, la commune dépense dans l'éducation, et l'État dépense dans la culture, tout le monde dépense dans la culture. Et tout ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des financements croisés à tous les étages. Il y a une infographie du monde que je vous recommande, même après la réforme de la loi NOTRe, de la loi MAPTAM, etc., c'est encore tous les financements croisés sur toutes les politiques publiques qu'on retrouve entre les différents niveaux de collectivité, l'État, etc. Et c'est une véritable toile d'araignée. Évidemment, c'est très confortable, parce que personne n'est vraiment responsable de l'échec dans ces cas-là. Vous ne savez pas qui est responsable du fait que le niveau d'éducation nationale baisse, parce que tout le monde est un petit peu cofinanceur. Vous ne savez pas vraiment qui est responsable de l'envolée des dépenses dans la culture et de la difficulté à réorganiser sur un territoire. Quand vous construisez un nouveau musée, regardez quelle est l'offre qui existe déjà, qui la finance, etc. Il y a de multiples financeurs et il y a de multiples intérêts en jeu. Là-dessus, il va falloir décider. Que doit faire l'État? Que doivent faire les régions? Que doivent faire les communes? Et quelles communes? Combien de communes? Est-ce qu'on garde les communes et les intercos qui se tirent pas mal aussi dans les pattes avec un problème de démocratie? Parce que qui connaît ce qui se passe dans son intercommunalité? Parce que je peux vous dire que c'est compliqué de récupérer les comptes d'une commune. Non, les comptes d'une commune, ça va. Les bilans sociaux d'une commune, c'est pas facile. Les bilans d'une interco et la compréhension
du budget d'une interco, c'est autrement plus complexe. Et là-dessus, il y a un sujet, parce qu'il n'y a pas d'élection directe entre les citoyens et leur interco. Donc tout ça, c'est un tout. L'État doit-il se recentrer sur ses missions régaliennes, comme nous le pensons, et se positionner sur des questions de sécurité intérieure, de défense, de justice? Force est de constater que ces dernières années, l'État a beaucoup laissé tomber toutes ces, disons, son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est quand même ça. C'est quand même police, justice, défense, diplomatie et budget. Et sur les premiers, on voit qu'en termes de justice et de pénitentiaire, on est très mauvais. En termes de défense, c'est là où on a raboté à mort la dépense parce qu'on voulait pouvoir laisser partir de manière exponentielle la dépense sociale. 34% de dépenses sociales, je regardais encore les chiffres britanniques là tout à l'heure, c'est 25, même pas, de leur PIB. Nous, on est à 34. Et on augmente chaque année. Je vous parlais tout à l'heure des aides sociales sous critères de ressources. On est aujourd'hui à 95 milliards. En 2022, si on ne change rien, on est à 130. Donc là, devant nous, on a un énorme sujet. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être capable de se dire, ben voilà, on ne peut pas avoir le département, les centres communaux d'action sociale, les CAF et tout le monde qui s'occupe de verser des aides. Regrouper tout ça. Se poser la question de s'il ne faut pas une seule aide au niveau national, comme nous le proposons dans notre étude sur l'aide sociale unique, comme le font les Britanniques. D'ailleurs, ils avaient 51 aides, ils les ont fusionnées en une seule aide. Ce n'est pas facile, ça demande des développements informatiques, ça demande beaucoup de choses, mais ça évite aussi les fraudes. 70% des fraudes aujourd'hui sont des fraudes sur les prestations sociales, sont des fraudes sur le RSA, avec des départements qui se retrouvent complètement étranglés, et quand ils écrivent aux bénéficiaires 4 000, 5 000 lettres, il y a 800 lettres qui reviennent, n'habitent pas l'adresse indiquée, parce que la personne n'est pas dans le département. Et tout ça, c'est extrêmement complexe, parce que même si vous êtes à la tête d'un département en tant que président du conseil départemental, que vous demandez les listings des personnes qui bénéficient des aides sociales alors que vous êtes vous-même le financeur, la CAF vous dit bah non, vous ne pouvez pas avoir accès aux données. Il n'y a pas que la Fondation IFRAP qui se retrouve dans cette situation. Alors il va falloir affronter pas mal de sujets qui sont des sujets importants. Les échéances, là on est en plein dans la primaire, ça phosphore partout, donc nous on sort 12 travaux pour 2017, chaque mois on fait des propositions, on affine notre calendrier, on explique comment on baisserait les 100 milliards d'impôts qu'il faut baisser, que c'est surtout sur les entreprises qu'il faut arriver à le faire. On a chiffré tout ça, on a comparé avec le Royaume-Uni, on a comparé avec l'Allemagne. On montre que dans notre pays, si on remet à population comparable, on a 196 milliards de plus de prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux Allemands et 239 milliards de plus qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux Britanniques. Donc même avec le pacte de responsabilité, le CICE, etc., on ne fait qu'une toute petite partie du chemin. Donc il va falloir être capable de baisser tous ces impôts de 100 milliards, il va falloir être capable de baisser les dépenses d'une centaine de milliards aussi, il va falloir être capable de réduire le nombre de collectivités, de réduire les strates, de supprimer potentiellement un échelon. Est-ce que c'est l'échelon départemental ? Ça pose question. Il va falloir être capable de réduire le nombre d'élus, parce qu'on a 648 000 élus en France. 648 000 élus, c'est beaucoup plus que tous les pays comparables. Il faut bien vous dire que nous, on a un élu pour 104 habitants, et les Britanniques ont un élu pour 1600 habitants. On a, rien qu'au niveau de l'Île-de-France, on s'est amusé à la Fondation IFRAP à compter le nombre d'élus entre les communes, les intercos, la métropole, la région, les départements. On arrive à 30 000 élus. C'est plus que tous les élus britanniques qui sont 24 000. Rien qu'au niveau de l'Île-de-France. Et là, on a un énorme problème parce que je ne vois pas comment on peut baisser la dépense publique si on ne baisse pas aussi le nombre d'élus. Je pense qu'il y a quand même une corrélation. Alors les élus me disent « mais pas du tout, nous sommes totalement bénévoles, nous sommes totalement désintéressés, nous ne pensons qu'à l'intérêt général ».
j'ai eu tout un débat avec les représentants des maires ruraux qui m'ont dit, parce qu'ils m'ont invité à l'Association des maires de France. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Donc, je suis arrivée face à 5000 maires. J'aurais dit qu'il fallait réduire le nombre de communes. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai été huée 3 fois et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, gentiment mais fermement. Et quand je suis sortie, je me suis aperçue que ceux qui étaient les plus virulents, qui étaient devant, à qui on donnait la parole, etc., n'étaient pas du tout représentatifs. Hein, parce qu'on dit souvent, il y a des grèves, il y a 400 000 personnes dans la rue, c'est affreux, les Français sont contre, et tout ça. Puis alors, quand je suis sortie, j'ai eu plein de maires qui sont venus me voir en disant « Continuez, madame, c'est bien ce que vous faites, vous avez raison, on va se faire bouffer par les intercos, il faut fusionner les communes et les intercos, il faut réduire le nombre de communes, il faut que au niveau des plus grosses communes, on soit élus en direct, parce que de toute façon, nous, les petits maires des toutes petites communes, on ne sert plus à rien, puisque... Bon. » Mais ça, personne ne le disait officiellement au rang de devant qui visiblement avait été déjà programmé pour intervenir. Et même dans le métro, je vois arriver vers moi des gens, en repartant vers mon bureau, ils disent « Ah, mais moi, je suis maire. » Alors, je lui dis « Oh là là, ils vont pas être d'accord du tout avec ce que j'ai dit. » Et en fait, c'était le contraire. Ils m'ont dit « Bravo pour votre courage, continuez, etc. » Donc, souvent, ceux qui sont les représentants, et je dirais même un peu les syndicalistes même de nos chers élus, ne sont pas forcément représentatifs. Et le nombre d'élus que j'ai rencontrés depuis qui essaient de fusionner leur commune avec celle d'à côté, qui ont du mal, parce que forcément les élus d'à côté ne veulent pas récupérer l'électorat d'à côté, parce qu'ils disent « Ah bah oui, mais moi ça fait 20 ans que je les travaille dans ma commune, donc les tiers, je ne les connais pas, donc je n'ai pas envie de me les récupérer. » Mais tout ça, ça commence à avancer petit à petit. Alors, il y a les communes nouvelles, mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Nous, on ne veut pas simplement des communes nouvelles avec aucune obligation de bonne gestion. Et on vous donne plus de dotations sans vous obliger en face à bien gérer. Et là-dessus, nous, on travaille énormément sur la question des ratios de bonne gestion, c'est-à-dire combien, pour une commune de telle taille, je dois avoir d'agents, de masse salariale, de dépenses de fonctionnement, combien d'investissements, combien... Mais quand on se penche, là encore, sur les statistiques, et qu'on voudrait savoir où vont les 40 milliards d'investissements du bloc communal, communes et interco, vous pensez qu'en 2 minutes, en pianotant sur Internet, vous avez la répartition, etc. Il n'y a aucun chiffre. La Direction générale des collectivités locales n'a pas de chiffre, et la Direction du budget à Bercy n'a pas de chiffre. Voilà. Comme ça, vous ne savez pas si c'est des piscines, des terrains de tennis, des salles polyvalentes, des écoles, des ronds-points, vous ne savez pas. Comme ça, personne ne sait. Pour les régions et les départements, on sait à peu près. Pour le bloc communal qui dépense le plus en investissement, on ne sait rien. Et ça, et on ne peut pas comparer les prix en plus. Parce que si on pouvait comparer combien coûte la construction de tel ou tel tant de mètres carrés à tel endroit, etc., on pourrait dire, attends, là, c'est pas le bon chiffre. Là, on a surpayé collectivement. Donc tout ça, ça pose la question donc, de baisser le nombre d'élus. Moi, je propose de passer de 648 000 élus à environ 60 000. On serait déjà très largement au-dessus des Britanniques. Mais évidemment, ça n'a pas ça plaît pas énormément. Alors, tous les candidats à la primaire... oui, bon, on divise par 10. Tous les candidats à la primaire reprennent l'idée qu'il faut baisser le nombre de parlementaires. Mais ça ne suffira pas. Hein, on est d'accord. Enfin, les parlementaires, c'est rien. C'est quoi? C'est 577 plus 348. C'est rien par rapport à la masse d'élus. Et là, il y a tout un débat là, sur les histoires de Xavier Bertrand qui aurait augmenté son indemnité au niveau de son intercommunalité, etc., etc. Moi, j'aurais tendance à dire moins d'élus, mieux rémunérés pour les responsabilités qu'ils ont. Parce que quand vous regardez l'indemnité de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Hauts-de-France, merci. Quand vous regardez la responsabilité, en face, vous avez quoi 5 000 € bruts. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour la responsabilité qu'il a, hein, en net. Bon.
Là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a autant de sièges d'élus, de mandats d'élus? Mais c'est parce que les élus cumulent. Parce que sinon, ils ne peuvent pas non plus en vivre. Donc après, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a presque plus que des élus professionnels qui n'ont pas un autre travail à côté. C'est encore un autre sujet. On peut se poser aussi la question de la limitation du nombre de mandats dans le temps. Ça, c'est aussi un sujet, parce que ça permettrait de faire tourner et d'avoir une démocratie plus saine et plus active. Mais on peut aussi se demander... voilà. Et le problème, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie, parce que les élus ne veulent pas dire qu'ils gagnent tant ou tant d'indemnités. Et c'est ce qu'on voit au Parlement. À l'Assemblée nationale, vous avez des indemnités représentatives de frais de mandat, ce qui explique très bien Xavier Bertrand quand il explique pourquoi il a augmenté son indemnité au niveau de l'Interco. Et ces indemnités représentatives de frais de mandat, elles ne sont pas imposables comme ça, elles sont à côté de l'indemnité de base. Mais résultat, ça fausse aussi les choses. Parce qu'il vaudrait mieux qu'elles soient intégrées à l'indemnité et que l'élu paie le même montant d'impôt que n'importe qui reçoit la même rémunération ou le même revenu. Là-dessus, ça fait son chemin. Mais même les jeunes parlementaires, parfois, sont contre cette idée d'intégrer l'IRFM à l'intérieur de l'indemnité de base et donc de la rendre imposable. Et ça, c'est un problème, parce que quand on rencontre les parlementaires qui vous disent « mais finalement, on ne paye pas beaucoup d'impôts en France », on leur dit « oui, vous, mais nous, ça commence à peser quand même. Hein. » Et ça, c'est pas la même chose de payer de l'impôt sur 5 000 € de revenus par mois ou sur 10 000 € de revenus par mois. Hein. On passe des tranches. Et le système de tranches, nous, on le connaît bien. Jusqu'à maintenant, les élus locaux et nationaux qui cumulent des mandats locaux et nationaux peuvent encore choisir d'avoir une retenue à la source pour leur mandat local qui fait qu'ils évitent de monter dans le barème de l'impôt. Puisqu'ils ont une imposition en parallèle qui... Alors, ils soulignent bien que c'est le même barème, mais c'est un barème, c'est comme si je vous disais, bah oui, monsieur, vous pouvez séparer votre revenu en 3, et comme ça, vous restez à un taux d'imposition faible qui vous permet d'être... Voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la prise de conscience. Parce que je ne vois pas un Parlement, Assemblée et Sénat voter des réformes importantes, participer à la baisse des dépenses publiques, s'ils ne sont pas eux-mêmes dans une logique irréprochable de gestion des deniers qu'on leur confie pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat. Et quand vous pensez que jusqu'à il y a 1 an et demi, il n'y avait pas de compte pour les groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat, pas de commissariat aux comptes, pas de certification, pas de gestion, en fait. Hein. On était quasiment sur un système de caisse sans aucune justification de l'utilisation des deniers publics. Alors, ça ne monte pas à des niveaux ultra importants, mais c'est quand même plusieurs millions d'euros pour les plus gros groupes politiques droite et gauche. Là, ça pose question, parce qu'il n'y a aucune raison que les groupes politiques à l'Assemblée et au Sénat puissent faire n'importe quoi avec l'argent qu'on leur confie, qui est de l'argent public. Et là-dessus, je pense qu'on avance un peu, parce que maintenant, ils sont obligés de faire certifier leurs comptes, de déposer leurs comptes, etc. Mais on se rend bien compte, en règle générale, qu'il y a un peu de poids, de mesure. Quand on a enquêté sur les finances de l'Île-de-France, quand c'était encore Jean-Paul Huchon, on a travaillé sur toutes les annexes des comptes de la région, toutes les subventions des associations subventionnées par la région Île-de-France. On s'est rendu compte que certaines associations avaient plus 1 million parfois de subventions, mais aucun dépôt de compte, alors que la loi dit qu'à partir de 53 000 € de subventions, vous devez déposer vos comptes et les publier au journal officiel. Donc, quand nous, on a sorti tout ça et qu'on a dit, bon, il y a telle et telle association, notamment le lieu du design, enfin bon, bref, qui ne respecte pas la loi sur ce sujet, c'est paru dans Le Point, c'est paru dans Le Monde, c'est paru dans Challenge, c'est paru partout ensuite. Et ils ont été furieux en disant, mais pas du tout, les comptes dont vous parlez sont faux, sauf que c'était le compte réalisé de la région, donc c'était quand même difficile de dire que c'était faux. Et on leur a dit, envoyez-nous vos comptes, et on les a toujours pas. Et c'était il y a 4 ans. Hein. Donc, il faut bien comprendre que
là-dessus, il y a un bon éclairage à faire sur toute l'utilisation des deniers publics. Et ça passe par une responsabilisation des élus beaucoup plus importante. Ça passe aussi par un gouvernement qui doit être un gouvernement avec un programme très clair. Et pas un gouvernement, comme on le voit aujourd'hui, qui est dans une situation extrêmement délicate parce qu'ils n'ont pas du tout annoncé des réformes structurelles, fondamentales, importantes. Et ensuite, ils se retrouvent dans la situation où ils proposent des réformes qui sont l'exact inverse de ce que réclame leur électorat. Ça, c'est pas tenable en démocratie. Alors, j'entends beaucoup de gens, même à droite, qui disent mais enfin, Agnès, il ne faut pas donner trop de détails, dire trop ce qu'on va faire, sinon on n'est pas élu, etc. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il faut au contraire dire aux Français les choses, leur donner la situation, leur dire voilà, la dette qui augmente, les taux d'intérêt qui, s'ils explosent, on est mort, concrètement. Là, on est en taux d'intérêt négatif, etc. Mais l'agence France Trésor, qui fait un très bon travail, d'ailleurs avec beaucoup de contractuels, très peu de statutaires, elle fait un très très bon travail. Elle est aussi dans une logique court-termiste. On fait rouler la dette très rapidement en empruntant sur des durées de plus en plus courtes. Donc le jour où les taux remontent, ça va faire encore plus mal. Ça, on a fait une note là-dessus. À l'agence France Trésor, en interne, c'est pas officiel. Ils m'ont dit, on fait une contre-note, Agnès, tu vas voir. Ça fait 8 mois. Voilà, contre-note encore. Ils ont sûrement fait une contre-note, mais interne, blanche. Mais cela dit, tant mieux, si on les fait réfléchir. C'est déjà ça, on sert un peu à quelque chose. Mais il y a quand même cette logique de, au lieu de dire, il y a des taux faibles, je vais plutôt aller sur des emprunts à 30 ans ou à 20 ans, comme ça, je sécurise les citoyens parce qu'ils n'auront pas... voilà. Mais comme ils peuvent avoir un taux encore plus bas, s'ils vont sur un emprunt beaucoup plus court, eh bien évidemment, c'est trop tentant. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de pilote, parce que dans ces agences et dans les grandes directions des grandes administrations françaises, les têtes, les chefs, changent tous les 18 mois ou 2 ans. Vous qui êtes chef d'entreprise pour la plupart, vous savez combien de temps on met pour créer, pour comprendre, en 18 mois, je suis désolée, vous ne pouvez pas être au top de la gestion et 18 mois plus tard, il y a encore une nouvelle tête, etc., etc. Là aussi, il y a vraiment, vraiment des sujets sur la question de la gestion des personnels, des ressources humaines, des cadres, de ceux qui doivent penser justement l'avenir comme vous essayez de le faire ici. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un gouvernement qui a clairement établi les choses avant d'arriver au pouvoir, qui a clairement dit, voilà, mon programme, c'est ça, mon calendrier, c'est ça, mes réformes, ce sera ça, voilà comment je vais réformer le code du travail, voilà comment je vais flexibiliser, voilà ce que je vais faire sur le licenciement, voilà ce que je vais faire sur les 35 heures, voilà ce que je vais faire sur la fiscalité du capital, voilà ce que je vais faire sur les plus-values de cession, voilà comment je vais rendre la France attractive par rapport aux entrepreneurs des autres pays, puisqu'il faut aussi à un moment qu'on se dise, tiens, quels sont nos atouts, et les atouts, c'est souvent en termes de fiscalité et en termes de marché du travail. Comment je vais montrer que j'ai des dispositifs qui sont meilleurs que dans les autres pays. Je vous rappelle qu'en ce moment, David Cameron continue à annoncer des baisses de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni. Certes, il annonce une hausse du SMIC, mais il annonce aussi des baisses de la protection sociale avec des baisses de la dépense sociale et des baisses de l'impôt sur les sociétés. Et en face, le SMIC n'est applicable qu'à partir de quand vous avez plus de 25 ans. En dessous, quand vous avez 16 ans, vous êtes à 4,4 € de l'heure. Quand vous avez 18 ans, vous êtes à, je sais plus quoi, enfin bref, vous avez tout des montants différents du SMIC en fonction de l'âge. Et un taux de chômage des jeunes qui est beaucoup plus faible. Donc quand on regarde les choses, il faut regarder la totalité. Nous, qu'est-ce qu'on a comme atout pour attirer et pour garder nos talents? C'est ça la question que va devoir se poser le prochain gouvernement. Là-dessus, notre fiscalité du capital, elle est catastrophique. Donc il faut absolument que la fiscalité du capital devienne beaucoup, beaucoup plus attractive pour les investisseurs.
Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses assez faciles à faire. Par exemple, la question de l'imposition des plus-values de cession, avoir une imposition nulle potentiellement pour les PME, pour les ETI, ça ne coûterait pas énormément au Trésor. C'est potentiellement moins d'1 milliard d'euros, et pour autant, ça peut inciter beaucoup de gens à créer, à revendre, et donc permettre aussi la fluidité du monde entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à rester à la tête de son entreprise très âgé pour éviter de perdre l'outil de travail, et puis on a tendance aussi à attendre d'avoir le nombre d'années nécessaires ou de partir à la retraite pour avoir la possibilité d'être exonéré au maximum, avoir le moins de droits à payer sur la cession de l'entreprise. Donc tout ça, c'est des comportements, enfin ce sont des effets pervers du système qui font qu'on a un système d'entreprise qui risque à un moment d'avoir à sa tête des personnes de plus en plus âgées, à ne pas avoir le renouvellement des générations. On risque aussi de décourager ceux qui pourraient créer en France et de finalement les voir partir créer ailleurs. Et c'est ce qu'on voit déjà. Alors heureusement, il y a des startups, des entreprises qui se créent tous les jours en France. Il y en a 500 000 par an. Mais dans les 500 000, combien sont employeuses? Très peu. Il y a quelques années, il y en avait 50 000 employeuses sur 500 000. Aujourd'hui, on est dans les 25 000 employeuses sur 500 000, dans la première année. C'est-à-dire, quand vous regardez les cohortes chaque année, celles qui vont créer un emploi en plus du créateur dans la première année d'existence, elles sont très peu nombreuses. Et quand vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni ou en Allemagne avec les entreprises créées les mêmes années, eh bien vous voyez qu'il y en a 100, 120 000 qui sont employeuses par an d'au moins une personne, en plus du créateur. Là-dessus, c'est très important parce qu'on sait tous que c'est les PME qui créent l'emploi. Ce sont elles qui créent l'emploi. Et en ce moment, on assiste à une réforme, la réforme El Khomri, je ne sais pas ce qui va sortir exactement du Parlement. Au départ, nous, on a dit, quand on a vu la première version du texte, ça va dans le bon sens. Et puis petit à petit, on s'est dit, oula, ça va compliquer les choses. Et quand on regarde la question notamment de la négociation dans l'entreprise, des référendums, on se dit, c'est pas ça qu'il fallait faire. Le référendum, il doit pouvoir être demandé à l'initiative de l'employeur. Vous êtes obligé, dans la loi El Khomri telle qu'elle est rédigée, d'avoir d'abord la majorité des syndicats, les 50%, ceux qui représentent 50% des votants, qui signent l'accord. Et pour un référendum, il n'y a que si les syndicats qui représentent 30% des votants le demandent que vous pouvez organiser un référendum dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout plus flexible qu'avant. Puisqu'en plus, avant, on était dans la règle des 30%. Et maintenant, on est passé à la règle des 50%. Donc, voilà. L'autre chose, c'est qu'on veut envoyer dans les entreprises qui n'ont pas de représentation syndicale des personnes choisies dans les centrales pour négocier. Alors ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu contrariant. Donc, une loi qui voulait flexibiliser, qui voulait permettre aux employeurs de changer le temps de travail, de passer au forfait jour, d'augmenter le temps de travail, de le baisser de manière très facile, etc., etc. Petit à petit, ça s'enlise. Et en plus, on annonce 20% de temps supplémentaire d'heures de délégation pour les syndicats, alors qu'on en a déjà largement le compte. Là-dessus, on voit bien les limites de la négociation avec nos syndicats. Et on voit bien les limites aussi de notre système syndical. Et ça va être quelque chose sur lequel, j'espère, et en tout cas, nous, on va essayer de porter le débat là-dessus. On sort une étude sur le paritarisme le mois prochain. Il faut absolument mettre le projecteur sur la question des financements de nos syndicats, des intérêts qu'ils ont, de leur représentativité, la question du monopole syndical au premier tour. Ces questions-là, elles sont fondamentales.
Parce que nous avons peur de syndicats qui, en fait, n'existent que parce que nous avons créé un système qui permet qu'ils soient financés par les deniers publics. On a regardé dernièrement les comptes de la CGT. Avant, on ne pouvait pas regarder les comptes parce que y avait une loi Valdez-Rousseau depuis 1884 qui disait que les syndicats n'étaient absolument pas obligés de déposer des comptes. Donc, il n'y avait aucun compte. Et puis, on s'est pas mal battu à l'Assemblée et partout. Et puis, on a obtenu, dans la loi de 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, que tous les syndicats, y compris les syndicats de salariés, les syndicats du patronat, soient dans l'obligation de déposer des comptes. Donc aujourd'hui, on peut un peu plus les consulter. Quand vous regardez le nombre d'adhérents affichés, notamment si on prend la CGT, et les montants de cotisation engrangés, ça ne correspond absolument pas. Donc, le problème, c'est que les financements de nos syndicats, et ça, on l'a montré, alors le rapport Perruchot, je vous passe les détails du rapport Perruchot sur le financement des syndicats, qui a été enterré alors que c'était une commission d'enquête. Nous, on a été longuement auditionnés dans cette commission d'enquête. Et là, il faut bien avouer que c'était les ordres aussi d'un gouvernement de droite de ne pas sortir ce rapport. Les parlementaires de droite ont, pour la plupart, voté contre la publication, sauf un. Là-dessus, il y a des choses à dire. Parce que le paritarisme finance énormément les centrales syndicales. Les OPCA, la CNAM, la CNAV, la CNAF, la GIRC et l'ARCO, etc., etc. C'est autant de financements qui sont sans aucune référence à la représentativité de ces centrales. Là-dessus, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas financer sans lien avec la représentativité, finalement, ceux qui seront toujours contre toutes les réformes. Et on le voit aussi avec l'UNEF ces derniers temps, mais comme tous les jeunes ont quitté la salle, les jeunes lycéens sont partis. L'UNEF nous dit « je suis contre les réformes, je suis contre la flexibilité du marché du travail, etc. » alors que c'est une réforme qui, normalement, allait dans leur sens. Parce que l'idée, c'est de permettre à ceux qui sont les outsiders du marché du travail de rentrer sur le marché du travail en protégeant un peu moins ceux qui sont déjà dans la place. Bon, ça n'a pas été compris, en tout cas par certains. L'UNEF est financée par la réserve parlementaire et par Matignon. Et n'a jamais été autant financée par la réserve parlementaire et par Matignon qu'aujourd'hui. Les crédits ont explosé ces dernières années, et notamment depuis 2012. Alors, ça reste des sommes qui ne sont pas... mais de l'ordre de 300 000 euros pour des syndicats étudiants, c'est pas rien. Et là-dessus, bon, on n'en parle pas tellement, mais ils sont très peu représentatifs. Ils représentent une toute petite partie, un tout petit pourcentage de l'ordre de 3% des étudiants en termes de vote. Donc ça, on a fait toute une note sur notre site internet pour expliquer aussi la différence entre je fais du bruit dans la rue et qu'est-ce que je représente en réel et d'où viennent mes financements. Un gouvernement futur qui ne travaille pas sur cette question syndicale, qui ne propose pas une réorganisation des financements, aura beaucoup de mal à faire passer des réformes. Parce qu'on entretient nous-mêmes les forces de blocage. Et là-dessus, il faudra des propositions fortes. Moi, je propose, avec la Fondation IFRAP, de supprimer tous les financements paritaires, tous les financements publics, et de passer à un système de chèque syndical, un peu comme un ticket restaurant, avec une prise en charge 50-50 entre le salarié et l'employeur, et une quasi-obligation de se syndiquer. Là, vous avez des syndicats plus modérés, plus représentatifs. Parce que l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de syndicats. L'idée, c'est d'avoir des syndicats qui représentent vraiment les salariés et les agents. Même les agents publics aujourd'hui souffrent d'une représentation syndicale qui ne leur correspond pas totalement. Il faut voir les témoignages qu'on peut lire dans la police de ceux qui se sont fait passer devant parce qu'ils avaient un confrère qui était plus syndiqué, etc., etc. Surtout dans ces temps d'avancement un peu gelé
pour question de disette budgétaire, où finalement ceux qui bénéficient d'un avancement, ce sont ceux qui ont les bonnes grâces des syndicats qui sont les plus puissants dans les ministères en question. Et j'en parlais hier avec quelqu'un qui travaille avec un candidat à la primaire et qui lui-même est dans une grande administration. Et je lui dis, bon, à l'éducation nationale et dans la police, ils sont très forts, hein, les syndicats. Il me dit, oui, mais alors, pas que là. Hein. Donc, il y a un vrai sujet. Hein. Quand nous, on a travaillé sur les mises à disposition de personnel des ministères vis-à-vis des centrales, c'est-à-dire le ministère paye l'agent, mais en fait, il ne travaille pas dans le ministère, il est entièrement à 100% dans la centrale, on n'a jamais réussi à avoir des chiffres. Hein. On en a à peu près 8000 au niveau de l'éducation nationale, en ETP, mais il y a des chercheurs, Andolfato et Labbé, qui évaluaient à 30 000 sur l'ensemble des administrations publiques. On ne sait pas. Châtel, quand il était à la tête du ministère, a essayé de dire aux centrales, vous nous remboursez les rémunérations. Ça ne s'est jamais fait, à aucun moment. Donc là-dessus, je pense que ce volet-là va être le volet peut-être le plus stratégique du prochain quinquennat. Et que si on veut des réformes fortes, il faudra d'abord agir sur cette question. Et pour l'instant, j'entends pas beaucoup de candidats qui évoquent cette question du paritarisme, du financement, de la représentativité, du monopole du premier tour, etc. Donc nous, on va essayer de le mettre dans la campagne. Et j'espère qu'on va y arriver, je pense. Voilà. Ensuite, il y a un sujet, j'ai parlé des élus, il y a un sujet sur le nombre d'agents et sur le statut. C'est très lié à la question syndicale. Parce que nos syndicats sont souvent devenus les gardiens du temple du statut public, avant tout, et des retraites publiques. Là-dessus, il y a de vraies questions, des questions d'équité aussi, hein, parce que quand on regarde par exemple le dossier de l'assurance chômage, on est sidéré de voir que ce sont les mêmes collectivités locales qui emploient des intermittents du spectacle, mais qui ne cotisent pas pour leurs propres agents. Et un syndicaliste que j'avais sur C'est dans l'air, après on discutait un petit peu, et puis je lui dis c'est quand même incroyable que les employeurs publics ne veuillent pas cotiser à Pôle emploi. C'est comme si on disait les gens qui sont en CDI risquent très peu le chômage, donc il faut s'assurer entre eux, et puis ils ne partageront pas avec les intermittents, les intérimaires et les CDD. Voilà. Et eux, ils n'ont qu'à s'assurer de leur côté. Aujourd'hui, c'est ça concrètement, hein, pour les statutaires. Et une ville comme Avignon, qui fait venir beaucoup d'intermittents, disait bah non, mais c'est vrai, moi je ne cotise pas pour mes agents. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui dépensent de la TVA en venant au festival, et donc ça remplit les caisses publiques. Alors moi, j'avais envie de dire, bah oui, cette année, bah, je ne paye pas mes cotisations parce que je me suis acheté une voiture. Donc, j'ai payé de la TVA, donc c'est pareil, débrouillez-vous pour faire la répartition. Là-dessus, il n'y a aucun pays qui fonctionne comme nous. Si on mettait l'ensemble des agents publics dans la cotisation chômage à 6, enfin, la cotisation normale chômage, hein, aujourd'hui, ils payent un 1% de solidarité, mais pas sur les primes. Quand vous savez que les primes de l'État, ça représente 20% de l'ensemble de la masse salariale, et qu'au niveau des collectivités, on est autour de 10 ou 15%, vous voyez déjà que 1% de solidarité qui finance l'allocation de fin de droit, l'ASS, qui ne finance pas du tout les indemnités chômage normales versées par l'UNEDIC. Là-dessus, si vous mettez tout le monde dans la cotisation, vous passez de 6,4% à 4,4% de taux de cotise. Les Allemands, ils sont à 3, 1,5, 1,5. 1,5 employeurs, 1,5 salariés. Donc, déjà, ce serait très différent. Mais il ne faut pas oublier que là-bas, il y a très, très peu d'agents qui sont sous statut. Hein. Il y a 1,5 million d'agents sous statut pour 82 millions d'habitants. Tout le reste, dans les hôpitaux, dans les collectivités, etc., ce sont des contractuels.
dans les transports publics, ce sont des contractuels de droit privé. Là-dessus, le débat va devoir s'ouvrir. Parce que les employeurs publics ne sont pas spécialement attachés au statut. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le statut est un handicap pour la plupart des collectivités et des hôpitaux. Pourquoi? Parce que vous ne décidez rien. Vous êtes sur un principe d'unicité des trois fonctions publiques. Donc le point d'indice se décide à Paris entre trois personnes, sans du tout que le maire des Herbiers ou celui qui dirige le département de Vendée ou celui qui dirige la région des Pays de la Loire ou celui qui dirige l'hôpital du coin de La Roche-sur-Yon soit au courant que tout d'un coup sa masse salariale va augmenter. Personne ne le met au courant. Là, on a 1,2%, ça représente 2,4 milliards sur les prochaines années. Aucune concertation avec les autres employeurs publics. Et c'est à eux que ça va coûter le plus cher puisqu'ils ont le plus grand nombre au total. Là, je pense que la Fédération hospitalière de France, qui représente tous les directeurs, a été assez claire ces dernières années. Sur le jour de carence, la suppression, ils étaient vent debout contre. Ils ont écrit à la ministre publiquement. Ils ont fait des communiqués. Ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas continuer avec un système comme ça où on encourage l'absentéisme et où on ne sanctionne pas l'absentéisme. Dans les hôpitaux, on arrive à 30 jours d'absence par agent et par an. Mais en région Nord-Pas-de-Calais, on est à 35 jours d'absence par agent et par an. À Montpellier, on est à 39 jours d'absence par agent et par an. Et depuis qu'on a supprimé le jour de carence, on est en train de mener à nouveau l'étude sur les grandes communes de France. On l'aura bouclé, je pense, d'ici un mois. C'est reparti à la hausse. Donc on voit bien qu'on a un effet jour de carence qui est très important. Les directeurs d'hôpitaux, ils demandent que ça, de pouvoir valoriser les agents qui sont bons, de mettre des primes de présentéisme, etc. Un directeur d'hôpital, un président de conseil départemental ou de conseil régional, ou un maire qui veut mettre demain en place une prime de présentéisme, il peut faire varier par an de 60 € en moins et de 150 € en plus. Voilà sa latitude grâce au statut. C'est ce qu'on voit au niveau de la ville de Suresnes. On a beaucoup parlé de la ville de Suresnes qui a mis en place une prime de présentéisme, mais vous êtes dans un carcan qui est tellement étroit que c'est presque risible. Le Conseil d'État, quand certains employeurs publics ont voulu mettre des primes beaucoup plus importantes en fonction de la performance et de la présence, a retoqué en disant que ce n'était pas conforme au statut de la fonction publique d'État et qu'il n'existait pas dans la fonction publique d'État de primes de la sorte et qu'on ne pouvait pas le... Voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai sorti dans mon livre les 1851 primes qui existent au niveau de l'État, mais il a vraiment fallu que je sois acharnée pour récupérer la liste des primes qui existent au niveau de l'État. C'est un secret ultra bien gardé. J'ai fini par le récupérer grâce au fait qu'il y a eu un office national de paye qui avait été créé pour mutualiser tous les agents qui s'occupaient de la paye. Il y en a quand même 12 000 au niveau de l'État. Et qui devait créer un logiciel unique pour l'ensemble des ministères. Avec 1851 primes, le truc a totalement bugué, on a dépensé des millions d'euros, il ne s'est rien passé. Sauf que moi, j'ai quand même pu récupérer ce qu'on appelle le livre blanc de l'Office national de paye, qui fait 4000 pages. Donc on a très soigneusement épluché, vous verrez dans le bouquin, dans tous les ministères, c'est des primes différentes. J'exagère un peu, mais il y en a 400 à Bercy. Alors à Bercy, ça c'est le max, on est très très bien lotis. Vous pouvez avoir jusqu'à 50% de votre rémunération mensuelle qui est en prime, et ce ne sont pas des primes à la performance. Ce sont des primes automatiques. Il y a une toute petite partie à la performance. Et certains d'ailleurs, quand ils changent de poste à l'intérieur même du ministère, ils ne comprennent même pas pourquoi ça monte, ça descend, ça baisse. Enfin, voilà. Les hauts fonctionnaires me disent eux-mêmes, moi je ne regarde pas parce que j'y comprends rien, je regarde que ce qui est marqué en bas. Donc je ne sais même pas quelle prime je touche. Voilà. Et là-dessus, il y a un sujet. Les régimes indemnitaires au niveau des régions, des collectivités locales en général, personne n'y a accès. Personne. Et quand j'ai cherché à avoir ça au moment de la question de la réforme des régions, de la
de la nouvelle carte, hein, des 13 régions. J'ai dit, bon, bah voilà, il va falloir quand même que quelqu'un puisse chiffrer, si jamais on aligne tout le monde vers le haut, combien ça va nous coûter? Donc j'ai demandé à l'Association des régions de France, à Alain Rousset, de me passer les régimes indemnitaires. Il m'a dit, oh là là, bah, je ne les ai pas. Donc personne ne les a. C'est marrant, c'est des trucs comme ça en grande démocratie. Personne n'a jamais les éléments. Alors, c'est peut-être 50 millions, c'est peut-être 100, c'est peut-être 200, voilà, on ne sait pas. Et je subodore que ce n'est pas une toute petite somme, parce que rien que pour la fusion du département et de la métropole de Lyon, on a bien vu avec Colomb qu'on arrivait déjà à des montants qui étaient au maximum de 20 millions d'euros potentiellement. Donc, on n'était quand même pas sur un nombre d'agents très très conséquent. Donc ce sujet du statut, tous les autres pays l'ont résolu. Hein. Ils embauchent la plupart sous contrat de droit privé, sauf pour les fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes en France, c'est 700 000 agents de souveraineté nationale. Et encore, ce qui est le plus amusant, c'est qu'au ministère de la Défense, régalien parmi les régaliens, c'est là où vous avez en proportion le plus grand nombre de contractuels. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un me dit moi je suis un ancien militaire, vous me dites qu'il faut des statutaires au ministère de la Défense, mais nous, on ne veut pas du tout. on veut continuer. J'ai dit oui, évidemment, vous allez continuer à avoir des contractuels. L'idée, c'est d'expliquer qu'il y a des missions qui sont des missions vraiment essentielles qu'on ne peut pas, peut-être sur lesquelles on est obligé, ou peut-être sur lesquelles il est pertinent d'avoir un statut, mais d'autres où il n'est pas du tout pertinent. En quoi est-ce que le travail d'une infirmière qui travaille dans une clinique privée va être moins bon parce qu'elle est sous contrat de droit privé que celui d'une infirmière qui travaille dans un hôpital sous statut? En rien. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez plein d'intérimaires dans les hôpitaux et d'ailleurs, les hôpitaux, pour l'instant, sont passés à côté des gouttes parce que la ministre a décidé d'interdire l'intérim pour l'État. Et le plus amusant, c'est que quand on regarde la question du renouvellement, du nombre de CDD, etc., public-privé, on s'aperçoit que l'employeur public s'octroie des possibilités formidables. Vous pouvez aller jusqu'à 6 ans de CDD, et vous n'avez pas de CDI si vous n'avez pas fait 6 ans de CDD. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un CDI direct. Hein. Alors qu'on reproche, et j'en parlais avec un directeur général des services qui vient de reprendre une ville là, avec un nouveau maire et qui essaie de mettre un peu d'ordre dans le temps de travail, parce que vous savez qu'il y a énormément de collectivités qui ne sont pas aux 35 heures, notamment la ville d'Évry, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où ils sont à 1560 heures au lieu des 1607 heures, notamment dans beaucoup de départements, notamment dans la ville de Toulouse, notamment... Bon, bref. Et, alors là aussi, ça ne figure pas dans les bilans sociaux. À aucun moment, on ne dit le temps de travail annualisé des agents. Et là, j'ai eu tout un débat sur la question des pompiers. Là, j'étais en train de répondre aux Parisiens tout à l'heure depuis la voiture. Et les pompiers, pour la plupart, les pompiers professionnels, ne sont pas aux 35 heures non plus. Mais toutes ces questions-là, c'est tabou. Hein. Et on perd l'équivalent de 40 000 équivalents temps plein tous les ans. C'est comme si on payait presque tous les agents de la ville de Paris à rester chez eux toute l'année. Hein. Mais ça, non, il ne faut pas le dire. Il y a eu une mission donnée par Madame Lebranchu au maire de Sceaux, Philippe Laurent. On a été auditionné pendant 2h30 avec un de mes collaborateurs de l'IFRAP par l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale de l'administration, le centre des collectivités locales. Là. Bon, bref. 2h30. On a tout expliqué, on a donné les chiffres, on a dit l'évaluation qu'on faisait du nombre d'heures perdues, du nombre de TP, etc., etc. Pour l'instant, le rapport ne sort pas. Et tout ce qui sort, c'est il y a beaucoup d'agents qui font plus que 35 heures par semaine. Moi, je trouve ça génial. Et là-dessus, c'est incroyable que vous prenez la ville d'Évry en 2001, application des 35 heures. Ils sont déjà en dessous des 1607 heures annualisées. Mais ils cherchent à aller plus loin. Ils ont promis à leur syndicat de baisser encore un temps de travail qui était déjà largement en dessous du temps de travail légal. Mais la cour d'appel du tribunal administratif de Versailles dit non, non, vous pouvez rester, et encore, c'est pas légal, mais vous ne pouvez pas surenchérir sur la baisse du temps de travail.
Ils étaient à 34 heures par semaine, ils voulaient passer à 33. Et à La Rochelle, c'est ce qui est en train de se passer. Le DGS et le maire sont en train d'essayer d'augmenter le temps de travail. Et les syndicats ont expliqué que c'était contraire à la démocratie. Hein? Donc ça, c'est... Voilà. Mais là-dessus, s'il n'y a pas une parole forte, s'il n'y a pas dans le programme quelque chose de clair, qui on embauche sous contrat, comment on fait pour l'affaire de la mobilité, comment on organise une bourse à l'emploi public sur l'ensemble du territoire pour répartir les agents, là où il y en a trop, on les fait passer là où on a besoin. Parce qu'on aura besoin d'agents dans le pénitentiaire, on aura besoin d'agents dans les tribunaux. Il faut faire de la formation, il faut passer ces agents d'une administration à l'autre, y compris d'une administration territoriale à une administration centrale. Tout ça, c'est un travail monstrueux. Mais ça demande aussi d'avoir les idées claires en avance, parce que vous n'allez pas faire des très grandes réformes en arrivant au gouvernement, sachant que vous avez 100 jours, voire 1 an, pour implémenter les réformes les plus importantes, si vous n'avez pas tout chiffré, tout évalué, préparé les textes, etc. à l'avance. Ce n'est pas possible. Y compris passer potentiellement par des référendums, s'il y a des blocages syndicaux qui sont trop importants. Et pourquoi pas décider tout de suite de passer par référendum. C'est ce qui fait aussi la bonne santé de la démocratie en Suisse. Hein. Alors après, on aime ou on n'aime pas le système de votation, mais c'est aussi grâce à ça qu'ils ont réussi à fusionner un grand nombre de communes, mais de manière pas rapide, hein, mais sereinement, petit à petit. Ça n'a pas fait les gros titres. Et puis tous les ans, on voit le nombre de communes baisser. Tous les ans. Je discutais avec le ministre des Finances du canton de Vaud, là, qui venait me voir à la Fondation IFRAP, parce qu'il suit tous nos travaux, et il me disait, Agnès, il encourage le travail qu'on fait, il pense qu'on va y arriver et tout, donc il est assez optimiste. Et il me dit que moi, quand j'ai repris le canton de Vaud, il avait prévu un plan, 1/3 de hausse d'impôts, 2/3 de baisse de dépenses. Il a fait une votation, les gens ont dit, on veut 100% de baisse de dépenses. Mais ça, est-ce qu'à un moment, on a posé la question aux Français, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des impôts? Vous voulez des baisses de dépenses? Mais en France, jamais on pose cette question. Hein. Lui, il m'a dit, j'étais étonnée, et j'ai repris la copie, j'ai fait 100% de baisse de dépenses, et voilà, ils se sont désendettés, voilà. Bon. Mais ça demande aussi, à un moment, d'oser poser la question sur le statut, sur la dépense, sur le financement des syndicats, sur le nombre d'élus. Parce que c'est vrai qu'on aura du mal à faire voter par des élus la réduction du nombre d'élus. C'est compliqué. Mais ces questions-là, elles sont absolument fondamentales. Donc, nous, à la Fondation IFRAP, on a mis en ligne un comparateur des programmes pour 2017. Ce comparateur, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On a screené toutes les prises de parole de tous les candidats. Enfin, à l'époque, on subodorait qu'ils seraient candidats, mais il y avait certains sur lesquels c'était assez évident. D'autres un peu moins. Bon, il y a des surprises tous les jours. Et on a sciemment choisi de garder les dates avec les propositions. Par exemple, je supprime l'ISF. Je le garde pendant 2 ans. Voilà. Comment certains évoluent sur leurs propositions. Donc, c'est pas très sympa, mais au moins, ça permet de donner à ceux qui vont consulter ce comparateur, aussi bien les équipes des candidats elles-mêmes, les candidats eux-mêmes, les citoyens, les médias, de voir si on est plutôt dans une tendance « je recule » ou « j'avance ». Hein, parce que celui qui recule, il y a toutes les chances qu'une fois qu'il est au gouvernement, il recule encore plus. Hein. Bon, après, je ne donne pas de nom, mais il faut vraiment comprendre quelque chose. Un gouvernement, il se met en place. Déjà, chacun prend ses marques. Ça prend déjà du temps. Si c'est pas exactement, si chacun n'a pas une lettre de mission très très claire sur ses objectifs, combien il doit baisser de dépenses pour son ministère, qu'est-ce qu'il doit réorganiser, quelles sont les grosses mesures à mettre en place, il n'y a rien qui se fait. On l'a bien vu, notamment en 2007, très rapidement, tout s'est refermé. Au bout de 6 mois, les citadelles étaient en place, il n'y avait plus rien à faire.
Donc là-dessus, il faut bien comprendre que le programme, s'il n'est pas rédigé de manière très fine, il ne se passe rien. En 2012, il n'y avait pas de programme à droite quasiment. Il faut s'en souvenir. Hein. Et nous, on l'a cherché longtemps, le programme. Hein. Moi, j'allais à l'Élysée, je disais, bon alors, le programme, oh ben non, c'est pas nous. Bon, alors j'allais au ministère de l'Agriculture, ah ben non, non. J'allais à l'UMP, elle me disait, non, pour l'instant, il n'y a pas de programme, on va faire en fonction de l'actualité. Là, c'est, waouh, c'est un peu embêtant. Donc je crois qu'il y a une grande chance avec ces primaires à droite, je ne sais pas s'il y aura des primaires à gauche, mais s'il y a des primaires à gauche, on intégrera évidemment dans le comparateur des programmes les propositions des candidats de gauche, hein, parce que voilà, il peut très bien y avoir des sociodémocrates qui font le boulot, hein, ça s'est vu dans plein de pays, hein. Schröder n'était pas spécialement de droite, et en tant que social-démocrate, il a quand même fait cet agenda 2010 qui a totalement changé le marché du travail en Allemagne. Alors après, on leur reproche beaucoup de choses, les mini-jobs, les lois Hartz, etc., etc. C'est quand même un DRH, un ancien DRH de Volkswagen qui a mis en place tout le plan Hartz, Peter Hartz, que j'ai rencontré. C'est incroyable ce qu'il a fait. Hein. Et il a travaillé sur tout, hein, sur les indemnités chômage, sur l'offre raisonnable d'emploi, sur l'obligation de prendre un emploi si on propose un emploi qui colle avec vos critères de recherche, sur le fait de la dégressivité des allocations si vous refusez des emplois. Tout ça, ça n'est pas appliqué en France. Hein. J'ai un chapitre entier là-dessus dans mon livre où j'explique qu'on a voté en 2008 le principe de l'offre raisonnable d'emploi si vous refusez 2 emplois de suite qui correspondent à ce que vous avez défini avec votre conseiller Pôle emploi. Vous pouvez avoir 15 jours de radiation, hein, c'est tout. Et vous ne perdez pas vos droits ensuite. Ce n'est jamais appliqué. Ils m'ont dit, avec le chômage qu'il y a, madame, on ne va quand même pas appliquer un truc pareil. Ah ouais, bon, d'accord. C'est amusant parce que quand vous êtes une entreprise, les lois, vous devez les appliquer. Mais quand vous êtes Pôle emploi, non. Quand vous êtes une collectivité locale, vous n'appliquez pas le temps de travail légal, bon, il ne se passe rien. Et les exemples comme ça s'égrènent jour après jour. Donc moi, je suis venue vous donner un message optimiste parce que je pense qu'on a tous les talents en France. Simplement, il faut les réveiller. Et il ne faut pas prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Les Français sont des gens intelligents, ils sont bons gestionnaires. Ils sont souvent meilleurs gestionnaires que leurs très très bons énarques et très très bons cerveaux qui sont soi-disant les meilleurs et sur qui on doit compter, qui pensent d'abord en réalité à leur carrière. C'est comme ça. J'ai eu un débat avec la direction de l'ENA ces derniers temps parce que j'avais eu l'outrecuidance, moi qui ne suis pas énarque, d'écrire un papier dans Le Point pour dire qu'on se demandait si les énarques apprenaient à baisser les dépenses publiques, à réduire le nombre d'agents, à réduire le nombre de strates, à réduire les impôts et à comparer avec les autres pays, et si s'ils apprenaient ça à l'ENA. Et donc j'avais demandé bêtement, je crois que j'allais les obtenir, les cours de l'ENA. Alors je demande les cours, alors je demande à l'école, je demande à des jeunes qui sont à l'ENA, je demande à des anciens, puis alors personne ne veut me répondre. Alors donc finalement je trouve quand même quelqu'un qui est en stage, bon bref. Je ne dirais pas le nom parce qu'il y a un risque énorme ensuite d'avoir une carrière vraiment pourrie. Et donc, qui me parle, qui m'explique, qui me dit pas du tout, il n'y a aucun travail de cas, de baisse de dépenses et tout ça et tout ça. Donc, j'écris ça avec l'aide de cette personne et je me dis, bon, on verra bien. Puis, semaine d'après, droit de réponse, tous les cours sont en ligne. Alors, on recommence. On envoie un message en disant « Nous voulons les cours », puisqu'ils sont en ligne. En fait, ils ne sont pas du tout en ligne, il y a juste l'intitulé des cours. Bon. Alors, la direction furieuse qui dit « Mais vous avez écrit que, voilà, alors que vous n'aviez pas les cours, enfin bref. » Je dis « Ben non, on n'a pas les cours puisque personne ne veut nous les donner. » Mais parce qu'en fait, ils interdisent qu'on nous donne les cours. Donc là, dans les prochains jours, il va y avoir... petite question écrite au Premier ministre. Enfin, vous verrez, ça va beaucoup vous amuser. On ne va pas lâcher l'affaire. Hein.
Parce que je ne vois pas comment on peut, d'un côté, dire « nous avons les meilleurs cerveaux pour réformer la France », si aucun n'a été formé pour faire ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire baisser de 57% à 50% au moins la dépense publique par rapport au PIB, baisser le taux de prélèvement obligatoire au moins à 40%, si c'était possible, ce serait vraiment, vraiment génial. Baisser le nombre d'agents de 5,4 millions à 4,5, et les passer en contrat de droit privé. Baisser le nombre d'élus, enfin, tout ça, bon, évidemment. Alors, à l'ENA, on m'explique que c'est pas de leur faute si on est dans cette situation, c'est parce qu'en fait, ils font que ce que demandent les élus. Bon. Moi, je veux bien, mais je pense qu'il y a quand même une petite co-responsabilité. Après, on va pas chercher les pourcentages. Ce qu'on leur demande maintenant, c'est le passé, c'est le passé. Tournons-nous vers l'avenir. C'est de vraiment prendre les choses en main. Et je pense que je suis pas la seule à me poser ces questions. Parce que ça a beaucoup fait parler dans le Landerneau, ce petit échange de papier. Moi, j'ai aucune animosité envers aucune personne particulière. Simplement, je voudrais que le système ne soit pas un système qui engendre automatiquement plus de dettes, plus de déficits, plus d'impôts, moins d'emplois privés, moins d'entreprises, plus d'emplois publics, plus d'emplois aidés. Et à la fin, si on continue comme ça, quelque chose que vraiment aucun d'entre nous souhaite, parce que ce n'est pas 10% de chômage, c'est 15% de chômage, hein, si on continue sur cette lancée qui n'est pas la bonne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour inverser la tendance. Parce qu'il y a aussi beaucoup de symboles. Hein. Il y a des symboles, c'est les 35 heures, c'est l'ISF, c'est la fiscalité du capital, c'est le nombre d'élus, c'est le nombre d'agents, c'est le nombre de strates, c'est le nombre de pages du Code du travail, c'est le nombre de lois et tout ça. Et ça se résout. Ça peut changer. Et un gouvernement qui annonce à l'avance qu'il va traiter tout ça, rien que ça, déjà, les marchés seront beaucoup moins inquiets aussi vis-à-vis de notre avenir et nos partenaires européens aussi. Donc, ayons confiance dans ce qui va se passer les prochains mois. Nous, on va peser de tout notre poids sur les débats. On va faire en sorte que les candidats chiffrent au maximum, donnent le plus de détails, se mouillent sur le calendrier. On ne va pas les lâcher là-dessus. On fera aussi l'équilibre entre les dépenses nouvelles, les économies, tout ça. Tout ce qu'on a fait pour les régionales, où on a montré par candidat s'ils annonçaient plus de dépenses ou plus d'économies, c'était très amusant parce qu'ils n'étaient pas contents du tout pour ceux où il y avait plus de dépenses et où ils disaient qu'ils faisaient plus d'économies. Bon. Mais bah, voilà, la vie, ce n'est pas que l'apparence, hein, c'est aussi les chiffres. Et je pense que c'est peut-être la première fois qu'on aura la possibilité d'avoir un vrai débat avant une présidentielle, avec du contradictoire, avec des candidats différents dans un même camp. Et je crois que c'est aussi l'occasion de faire passer ces idées de réforme structurelle. J'avais hier le magazine Challenge qui venait me voir pour préparer un numéro sur tous ceux qui influencent les programmes, etc. Et qui disait « c'est incroyable comme vos idées sont reprises partout, etc. » Il y a une vraie attente. Le livre « On va dans le mur », c'est quand même 60 000 exemplaires. Alors, ce n'est pas encore toute l'opinion publique, mais moi, je ne suis pas allée partout en France. J'ai sillonné pendant des mois tout le pays et je vois qu'il y a une attente pour comprendre, pour décrypter, pour analyser les politiques publiques, pour savoir comment ça marche, comment on peut changer les choses, comment on peut les réformer. Et j'entends beaucoup de choses très pertinentes, parfois beaucoup plus pertinentes que ce qu'on peut me dire sur les plateaux télé ou ailleurs. Donc j'ai confiance parce que je pense que les Français sont tout à fait conscients qu'il va falloir que ça bouge. La question, c'est qui va faire bouger, et ce n'est pas une seule personne. Ça doit être une équipe, et ça doit être une équipe programmée. Hein. Au Royaume-Uni, avant même que les ministres soient ministres, ils savent de quoi ils vont être ministres. En France, ils arrivent chez le président de la République, ils disent « moi, je n'ai pas travaillé là-dessus et là-dessus, ah bah tiens, ça va être là-dessus que je vais te nommer ministre. Hein. » Donc, avant d'être nommé ministre, il faut avoir déjà travaillé sur les sujets pour pouvoir savoir
comment réformer et comment prendre les choses. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir que ça change. Je pense que les réformes qu'on propose, elles sont inéluctables, de toute façon. Voilà. Il va falloir les faire. Ce ne sera peut-être pas facile. Il faudra du courage. Mais c'est cette révolution entrepreneuriale qu'on attend. Hein. Parce que l'État est énorme, la dépense publique, les emplois aidés, tout ça, on a essayé. Hein. Ça ne marche pas. Donc maintenant, il faut essayer autre chose. Et ce n'est pas du tout ultralibéral. C'est juste de la bonne gestion. Et je crois qu'il faut redire les mots tels qu'ils sont. Moi, les gens ils me demandent est-ce que c'est libéral. Non, c'est normal. Voilà. Bien gérer 1 euro d'argent public comme vous auriez géré votre propre euro à vous, ça me paraît même juste une question de respect vis-à-vis de ceux qui financent.